Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Facebook pour ce 9e épisode de la 4e saison d'Overtime. Pas de National League cette semaine, mais Overtime est fidèle au poste. Vous le voyez, je suis avec Alex. Salut Alex. Salut à tous. Et puis on a un invité de marque, notre consultant Jérôme Bonnet qui va nous accompagner pour les 60 minutes qui vont suivre. Et puis bonjour Jérôme. Salut Jean-Philippe, salut Alex, bonjour à tous. Déjà, bonjour à toutes et à tous ceux et à toutes celles qui sont dans le chat, à Richard, à Patrice, à Georges-Henri et tous les autres. N'hésitez pas, soyez pas timides, envoyez vos questions, on va essayer d'en prendre le plus possible. On va rapidement faire le sommaire, on commence par parler du cas Kaoun, poussette sur l'arbitre, règlement, etc. Et ensuite, on fera le tour des clubs romans dans l'ordre du classement, en commençant par Fribourg et en terminant par Ajoie. On attaque immédiatement avec la première thématique. On se rappelle évidemment que tout d'un coup, il peut avoir un des joueurs qui frôle un des juges de ligne et qui se fait prendre par la patrouille, on va dire après en disant « Ouh là là, mais dites donc, il y a eu peut-être un contact, on va devoir le revoir, etc. etc., etc. » Mais il va falloir juger si ce contact-là est volontaire ou involontaire, justement. Est-ce qu'il avait les moyens de l'éviter, oui ou non? Donc là, on va devoir entendre les deux versions, entre guillemets la version de l'arbitre et puis évidemment la version du joueur qui a eu le contact. Mais là, en l'occurrence, ce cas de Kaoun, moi ça me rappelle quand même le cas de Chervenka, et on en a parlé en plateau, le 3 février dernier, il y a Chervenka, c'était contre Bienne, qui pousse un des, justement, linesman qui veut lui dire d'aller rejoindre le banc, et là, il prend pénalité de match sur le match. Et je pense en effet qu'il faut différencier les deux cas. Parce qu'à ce moment-là, il y a vraiment la parité sportive, on va dire, qui en prend un sacré coup déjà pour Ajoie sur le match. Ok, d'accord de ne pas le siffler, mais si ça vaut une pénalité de match, ça, franchement, il devrait pouvoir dire, ok, on s'est trompé, on a fait une erreur, ça méritait dans le match, excusez-nous, tac, voilà. Au moins déjà pour dire à Ajoie, oui, c'est de notre faute, vous avez été prétérité là-dessus, mais enfin voilà. Et puis après, bien derrière. Parce que ce qui semble un peu normal à la 21e journée, si on est à la 51e journée et qu'il manque 2 points au CP Berne pour faire partie peut-être des 6, je pense que ça crée d'autres problèmes et d'autres discussions. Oui, effectivement, ça peut poser d'autres problèmes, ça créera effectivement d'autres discussions. Le souci, c'est qu'il n'y a rien qui a été sifflé à ce moment-là. Donc, on ne peut pas le punir tout de suite. Le règlement ne le prévoit pas. On ne va pas pouvoir aller plus loin, ça changera. Oui, mais parce que c'est un contact sur un arbitre. Parce que fondamentalement, si tu fais une autre action de jeu... Est-ce que Stan Niemi n'est pas allé dire à l'arbitre, écoute, il n'a pas fait exprès ou je sais pas quoi, il n'a pas vu ce qui s'est passé dans son dos, il a été poussé dans le dos. Non, mais je suis d'accord. Après, est-ce qu'il se prend les patins dans les patins de Timashov? C'est possible, ça on ne le voit pas à l'image. Oui. Mais est-ce que j'aimerais bien voir le rapport d'arbitre devrait faire la différence à ce moment-là. Et si, mais encore une fois, si l'arbitre ne le sort pas, on peut faire un rapport le soir même, mais il ne peut pas être puni le samedi. Oui, parce que c'est les clubs qui ont décidé ça, puis ça fait partie du règlement. De nouveau, on est bien d'accord. On n'est pas en train de dire que là, il y a eu une erreur par rapport à l'interprétation du règlement. On est juste en train de dire peut-être, et Jérôme, tu donneras ton avis là-dessus, qu'il va falloir peut-être faire la différence, et tu le disais, dans ce fameux règlement du style, il y a contact avec les arbitres, entre contact jugé, entre guillemets, involontaire ou qui peut être involontaire. Là, tu vas quand même pas me dire que Kaoun, il fait ça involontairement. Ah, honnêtement. Ou alors il n'a pas la maîtrise de ses membres, je ne sais pas. Ça va être compliqué quand même. Je pense que vous avez entièrement raison sur l'aspect punition directe, sur lequel il n'y a absolument rien eu. Néanmoins, là, on doit être humble à se dire le corps arbitrage peut faire des erreurs. Et pour moi, c'est effectivement une potentielle erreur qu'il n'y ait rien eu de sifflé sur le coup. J'ai envie de dire, le corps arbitral fait partie d'un match et des erreurs, tout le monde en fait. Je pense qu'il faut vivre avec ce genre de situation et que le plus important maintenant, ça va être la décision prise post-match, donc avec révision complète du dossier. Mais je suis entièrement d'accord avec vous sur le fait que si ça tombe sur un match crucial dans lequel une victoire est nécessaire et qu'il n'y a pas un coup de sifflet qui est donné à ce moment-là, ça peut fâcher. Néanmoins, là, on parle d'une décision arbitrale qui potentiellement peut être fausse une fois et on va devoir vivre avec. Mais moi, je reviens toujours à la même chose, quoi. C'est vrai qu'il faut faire cette différence entre quelque chose de voulu et quelque chose d'accidentel.
Et je pense même qu'il faudrait rajouter une troisième case là-dedans, parce que les joueurs, on les connaît, et ils sont plutôt malins aussi en règle générale. Ça veut dire qu'on peut très bien laisser traîner un patin de temps en temps et regarder ailleurs, mais on est extrêmement conscient de ce qu'on fait. Donc, il pourrait y avoir une case suspicion aussi, de savoir si c'est involontaire ou volontaire. Et là, ça rajouterait encore de la complexité. Malheureusement, le hockey fait que la complexité rentre dans ce genre de règles forcément. Il y a quand même une chose qui est en train de se passer dans le chat là. On dit il y a deux poids, deux mesures. Non, il n'y a pas deux poids, deux mesures. Si on se souvient de Guillaume Maillard qui avait aussi été puni pour ça, c'était aussi ce truc de back-to-back. Il n'a pas été puni avant la semaine d'après. Donc, c'est pas une question de. Il n'y a pas deux poids, deux mesures. On applique simplement le règlement qui, pour l'instant, est pas idéal. Il faudra voir surtout la sanction, le nombre de matchs pris pour voir s'il y a un contact qui peut être éventuellement, j'ai envie de dire, involontaire. On va dire ça comme ça. Tu prends plus de matchs de suspension qu'un Kaoun qui pousse justement. Benoît dans le chat nous dit il faudrait ajouter un cinquième arbitre sur la glace pour regarder ce qui se passe sur les arbitres peut-être. Pourquoi pas. En tout cas, on va clore le sujet, messieurs, si vous êtes d'accord. On va s'arrêter là, puis on va passer au leader de National League, Fribourg-Gotteron. Fribourg-Gotteron, premier à la pause de novembre. Pas grand monde avait vu ça venir. Ça s'est fait un petit peu petit à petit. Tout le monde les voyait plutôt entre la 5e et la 8e place. Là, c'est première place, 21 matchs, 44 points. Et pourtant, Alex, il reste sur 3 défaites. Oui, il reste sur 3 défaites, peut-être un petit peu de fatigue aussi de la part de Fribourg-Gotteron. On sait qu'ils n'ont pas un line-up non plus si immense que ça. Et ça, c'est peut-être un des points négatifs pour aller plus loin au bout peut-être cette saison. Non, Fribourg-Gotteron, comme tu l'as dit, il y a plusieurs facteurs à mon avis de cette bon début de saison, enfin plus que bon début de saison puisqu'on est à un match maintenant. C'était Reto Berra, ça c'était la première interrogation. Non seulement il est là, non seulement il tient sa place, mais en plus c'est le meilleur gardien de la Ligue. Au niveau de buts encaissés. Ouais. Je crois qu'il y a Hughes aussi au niveau des pourcentages d'arrêt, puis des gardiens de Lausanne en général, avec Pache aussi, on en parlera tout à l'heure. Mais Reto Berra, ça c'est la première chose. Et puis ensuite, il faut quand même dire qu'il y a des changements importants dans l'équipe de Fribourg-Gotteron. Il y a Walmark qui est là, il y a Di Domenico qui est là. Pour faire simple, parmi je crois les 8 meilleurs pointeurs de l'équipe, il y a les 6 étrangers qui sont dedans. Donc ça te montre aussi que les étrangers sont performants. Sorensen, c'est le meilleur buteur du championnat, etc., etc. Ça veut dire que quand tes meilleurs joueurs sont tes meilleurs, puis quand ton gardien est là et fait le job, résultat des courses, tu gagnes. Puis autant au début de saison, gagner des matchs avec un peu de chance, là, on peut parler de chance. Pas tellement, non, pas trop. Parce que le jeu est là, en plus. C'est-à-dire qu'ils trouvent toujours le moyen de gagner, ils sont très forts, ils sont très performants, et puis il y a une espèce d'osmose avec le public, etc. Jérôme, là, on est dans le chat, Frédéric qui nous dit par exemple Berti et Dido en feu en début de saison et puis ensuite maintenant redevenus un petit peu des joueurs normaux. Est-ce que cette espèce de creux, ces 3 défaites en 3 matchs avant la pause, c'est juste quelque chose de normal? Ouais, écoute, je pense que pour eux, la pause tombe extrêmement bien. Effectivement, ils n'ont pas 5-6 lignes à disposition. Ils doivent composer avec leur effectif qu'ils ont actuellement. Une saison n'est jamais une ligne droite tirée qui va juste vers le haut. Il y a forcément des hauts et des bas. Et j'ai envie de dire, le plus important là-dedans, c'est quand tu as des bas, que tu sois capable de, malgré le bas, aller chercher des victoires. Donc, bien évidemment que si ton gardien est le meilleur du championnat, que tes étrangers performent et que de temps à autre, tu as un joueur suisse, voire quelques-uns qui peuvent faire la différence, ça amène énormément de grains au moulin. Fribourg, ils ont cette ossature d'équipe qui existe quand même depuis quelques années. Donc, ils ont quelque chose de suivi. Ils se sont renforcés encore en termes de staff aussi. Je pense à un point assez pédagogique avec Patémon qui est arrivé. Ils ont un environnement professionnel, ils ont les joueurs à disposition, ils ont cet historique qui va aussi, parce qu'en termes de hiérarchie à l'intérieur d'un vestiaire, ça doit être clair et accepté et respecté par tous. Donc, pour moi, ils ont énormément de feu au vert actuellement. Ça reste toujours un petit peu la question avec Fribourg, c'est de se dire, quand le jeu se durcit, qu'est-ce qu'on va avoir comme réponse de leur part? J'ai l'impression qu'ils sont armés également pour ça, avec quelques gabarits et comportements, disons, profil de joueurs qui aiment quand ça commence à piquer un petit peu.
Donc pour moi, alors, il n'y a pas grand-chose duquel ils doivent s'inquiéter actuellement. C'est que la pause arrive au bon moment, ils vont devoir repartir sur les bons rails à la reprise et qu'il va falloir qu'ils se préparent de manière cohérente pour les moments pour le moment pour lequel ça va vraiment compter. Ouais, puis, on parle juste de prolongation quand même. Enfin, il y a des signatures, il y a des signes aussi ultra Mhm. positifs. Tu signes Radgeb alors qu'il y a beaucoup de clubs qui étaient très Tu parlais de intéressés à le caractère, signer. là, on va ajouter ça, mais ce sera pour la saison Ouais, prochaine. mais c'est un signal fort aussi, tu vois, pour l'équipe, pour tout le monde, pour le peuple fribourgeois, j'ai envie Ouais, de ouais, dire. ouais, Hein, on peut tant les dire ça, fans ouais. que les sponsors pour dire, hé les gars, oui, on est premier, mais hein, on va y aller pour les prochaines saisons aussi. Ça, c'est la première chose. Et puis d'avoir prolongé Berra aussi. Franchement, c'est aussi pour le dire, regarde, grosse performance, Excellent on, message, ouais. on y va, excellent message aussi. Puis j'ai envie de dire, tu règles la question du gardien quand même pour la suite. Et c'est aussi très important, c'est des signaux positifs. Et puis, la chose dont on n'ose pas parler à Fribourg, c'est est-ce que c'est cette année, déjà? Est-ce qu'on peut parler de titre avec un effectif où on a 13 attaquants, dès qu'il y en a deux malades, on doit aller chercher ou bien Gaur, ou bien Ether, etc. Et puis derrière, avec deux premières paires très performantes, et puis après un tournus avec Seiler, Dufner et Streulet. Moi, personnellement, je trouve que c'est un peu tôt. Avec Radgeb, oui, avec peut-être la prolongation de Jörg, de Bikoff, arriver avec des nouveaux attaquants suisses pour un peu gonfler cet effectif au cas où. Simplement, quand on compare les effectifs, pas en qualité, mais simplement en nombre, avec Zurich, avec Genève, avec ces équipes-là ou avec Zug, qui profitent d'un réservoir un peu plus important, j'ai de la peine à imaginer. Je ne dis pas que c'est pas possible, mais ça risque de coincer à un moment. Je ne sais pas ce que tu en penses, Jérôme. Là, on parle d'aspects sur lesquels, bien sûr, il va y avoir un facteur chance qui va avoir son importance. Bien évidemment que les blessures peuvent changer tous les plans pour la suite de la saison. Donc maintenant, il va falloir bien évidemment porter une attention bien spécifique sur l'état de forme des joueurs, les utiliser de manière cohérente aussi, les préserver s'ils doivent être préservés. C'est plein d'aspects comme ça sur lesquels ils doivent faire attention. Et il y a le facteur blessure sur lequel il n'y a pas énormément de contrôle à avoir, à part une bonne préparation chaque matin avant de monter sur la glace. Fribourg fait quelque chose d'excellent aussi depuis bien des années, je trouve, en termes d'identité d'équipe. C'est que là, par exemple, on parlait d'un Nathan Marchand. On peut en avoir plusieurs d'exemples de joueurs fagnons, de joueurs qui viennent de la région, qui ont évolué dans le mouvement junior et qui ont fait leur place dans la première équipe. C'est quelque chose c'est une culture qu'ils ont depuis bien des années à Fribourg. Et c'est aussi quelque chose qui, alors premièrement sur l'aspect sportif, ça peut avoir de la cohérence, mais deuxièmement en termes d'identification avec le public, c'est quelque chose de gigantesque pour eux. Et c'est pas anodin si leur patinoire est pleine à chaque match depuis quelques temps. On précise juste que Bikoff et Jörg n'ont pas été prolongés, hein. Il y a une question dans le chat là, de Patrice. Non, ils ne sont pas prolongés, mais ils sont en fin de contrat. Mm. Voilà ce qu'on pouvait dire. Alex, tu veux encore ajouter quelque chose sur Fribourg? Non, moi je pense que bravo Fribourg, franchement. Non, mais on les attendait pas là. Ils sont bien présents. Puis comme vous l'avez dit et comme tu l'as dit, il faudra attendre la pause de Noël et il faudra attendre aussi la fin de l'hiver prochain, on va dire, pour se dire ok. Mais si tu termines dans les deux premiers, là, franchement, Il faut y aller. faut Hein. pas se cacher. Hein, il faut. Mais je Ah, pense ça que serait une honnêtement, les joueurs, ils sont là pour gagner le titre. Hein. Ils sont pas Je là crois pour, qu'ils sont ils assez sont pas là conscients pour de faire ça. joli pour la saison en disant ah c'est super, on a fini premier. Non, non, ils veulent gagner le titre. Après, est-ce qu'ils vont pouvoir le faire? Il y en a d'autres qui veulent aussi le gagner. Ah, il paraît, hein. C'est ça. On va clore le chapitre sur Fribourg, puis attaquer sur le club roman numéro 2, qui se pointe à la 6e place, le Lausanne Hockey Club. Lausanne qui a passé de la 12e à la 11e à la 6e place en très peu de temps, en 5 matchs. Et puis les 5 matchs, il y avait quelqu'un entre les poteaux, un peu différent. Hein. On ne l'avait pas encore vu en National League. C'est Kevin Pache qui, Jérôme, arrive là. Et puis 2 blanchissages en 4 matchs, 4 victoires en 5. Il fait oublier Pounenovs quasiment. Et puis on se dit, ok, il a du talent, mais comment on explique une chose pareille, un début pareil? Et comment on explique? J'ai envie de te dire, c'est le malheur des uns qui peut faire le bonheur des autres et que c'est des opportunités qu'il faut prendre et assumer. On a plein de gardiens qui sont en train d'éclore dans le pays.
On commence à avoir des staffs aussi, des structures qui leur permettent vraiment d'avancer. Là, si on parle de Pache à Lausanne, on a un Stéphane Blazer qui fait un super travail, un Huet aussi qui est derrière à superviser tout ça. Et fondamentalement, c'est toujours la même chose dans le sport professionnel. C'est pas parce qu'on est un jour quelqu'un qu'on l'est le lendemain et il y a des opportunités qui s'offrent à soi. Et là, par exemple, il y a un petit jeune qui fait son trou gentiment, qui a pris cette opportunité et finalement, ça amène, en plus de sa performance personnelle, une très belle histoire locale aussi à Lausanne, pour lequel on sent que les joueurs se battent corps et âme pour bloquer ses shoots, pour être avec lui, pour le soutenir du mieux qu'ils peuvent. Et ça peut amener une dynamique, une espèce d'énergie additionnelle comme ça qui fait du bien à tout le club. Et là, gentiment, il fait sa place dans cette ligue-là. Oui, c'est le facteur X de la sixième place, franchement, de Lausanne à cette pause de novembre. Parce que, voilà, avec la blessure de Hughes, on s'est dit, oh là là, c'est la cata. Est-ce qu'ils vont aller chercher un gardien étranger déjà maintenant, alors qu'il n'y en a quasi pas sur le marché, hein. C'est plutôt en fin de saison régulière que tu peux retrouver ces opportunités-là. Est-ce qu'ils vont se faire prêter un autre gardien? Il y avait cette possibilité avec le jeune Pache de le faire revenir. Ce qui est assez étonnant, c'est que, tu vois, quand il revient, il fait le blanchissage, hein. Je crois le premier match qu'il joue, hein, avec Lausanne, il fait le blanchissage. Puis tu te dis, ouais, c'est la belle histoire, mais c'est ce genre d'histoire qui peuvent arriver. Tu sais, un soir, tu as toute l'équipe qui joue aussi pour ce jeune. Qui resserre et Ouais, tout. puis Ouais. qui vont le rassurer, t'imagines quand même. Tu fais ton bain, ton Ouais, bain en National à la League. maison. Voilà, c'est ça. On s'est dit, oulala, normalement, il doit capitaliser sur ce match-là. Est-ce qu'il va vraiment l'aligner là, plutôt que Pounenovs, tu vois, pour assurer un petit peu les 3 points contre. C'était contre Cloton, je crois, il me semble. Ouais, 3-0. Ouais, 3-0. Et puis finalement, non, il le met, il blanchit, il est là, il fait un bon match, tu le sens calme. Tu le sens pas, voilà. Tu sens que c'est pas, tu vois, le premier puck qu'il reçoit au premier tir, il en fait trop, ou bien il veut sortir à un moment où il devrait pas, très concentré, etc., etc. Franchement, il était épatant. Après, il fallait confirmer sur les autres matchs. Et ça, c'était plus compliqué. On se dit, ah, il le remet quand même. Ok, bon d'accord, on a gagné. Hop, tu y vas. Et puis, mine de rien, il les enquille, les bonnes performances. C'est ça. Je veux dire, c'est un kid. Il faut être clair, quoi. Et il aligne des bonnes performances avec une équipe qui fait qui fait ça. Voilà. Hein, dont on ne sait pas vraiment exactement si ça vaut cette sixième place, si ça vaut une huitième, une dixième. Enfin bon, on a un petit peu mi-figue, mi-raisin aussi. Et ça, c'est le facteur X. C'est pour ça que Lausanne est sixième. Je vais exagérer, mais franchement, je pense que c'est les performances de Kevin Pache qui permet à Lausanne actuellement d'être Ouais, sixième. alors le gardien est toujours aussi bon que les gars qui sont devant lui, hein, parce que si c'est des tirs qui viennent en périphérie, Ouais, mais d'accord, peux pas lui je mettre veux un but rien sur lui la- enlever. Non, mais tu peux même pas lui mettre un but sur la compte. Il en a joué quoi, 4, 5? 5. 5. Il en a joué 5, il en a pas un. Il me semble, en tout cas, je n'ai pas souvenir de voir en disant, ouais, bon là, celui-là, il est pour lui. Ah, une question dans le chat on va te la poser à toi directement, Jérôme. La question de Steve qui est liée avec la situation des gardiens à Lausanne. Que faire quand Hughes reviendra? Est-ce qu'un passage à Martini pour Pounenovs pourrait le remettre en confiance? Ah, c'est une solution. Après, les choix qui vont être pris, et j'ai envie de te dire, du coup, ça devient un problème de luxe pour Lausanne s'il se retrouve avec trop de gardiens à disposition. Il y a des clubs qui aimeraient bien avoir ce genre de problème. Pour revenir un petit peu à cette histoire quand même de Pache, de quelle manière est-ce que ça aurait été pris? Tu vois, Alex, tu posais la question de savoir de quelle manière est-ce qu'il allait pouvoir confirmer ce qu'il avait fait ou non. Ben, j'ai envie de te dire, si on lui avait pas laissé la chance de montrer s'il était capable de confirmer ou non, on aurait du coup manqué de confiance aux jeunes qu'on avait dans les mains à disposition pour aller chercher quelqu'un d'autre. Et là, on tomberait sur un calcul qui peut être délicat pour le staff. Ça veut dire que tu ne fais pas confiance à quelqu'un que tu as dans les mains, donc tu vas chercher quelqu'un d'autre. Ça, ça, ça peut, ça peut briser un peu cette cohérence que tu dois avoir aussi en termes de staff. Ajouter de la compétition interne, c'est quelque chose de sain. Mais tu dois respecter aussi le fait de jouer la personne qui mérite de jouer. Et là, peu importe son âge, finalement, à ce gardien, pour moi, c'était normal que de pousser l'histoire le maximum pour voir si ça pouvait être concluant sur plusieurs matchs.
Et effectivement, ça l'est. Donc maintenant, les possibilités qui s'offrent à eux pour la suite, alors ça va être potentiellement un Pounenov sur un club partenaire. Ça peut être un échange aussi potentiel. Ça peut Mais il y a un être, contrat jusqu'en 26-27, hein, ça peut Poulenov. être, oui, alors les contrats sont faits pour être échangés et Oui. discutés, j'ai envie de dire. Donc, bien évidemment que d'un côté, Pounenov peut se targuer de dire non, moi je reste là jusqu'en 2027. Normalement, à un moment donné, il y a aussi la plus-value pour le joueur. Disons, dire ça et ne pas avoir une minute de jeu, c'est considéré qu'il met fin à sa carrière à la fin aussi. Donc, il y a aussi un win-win à avoir et des deux côtés, ça doit correspondre à quelque chose de constructif. Maintenant, de savoir exactement les décisions qui vont être prises, je veux dire, encore une fois, c'est un problème de luxe sur lequel ils auront bien assez entre leurs mains pour faire les choix cohérents. Mais pour vraiment parler de cette 6e place actuelle de Lausanne, il a encaissé 1,38 buts par match. Mhm. Bash. Et vous dire si c'est faible, quoi. Ça permet à ton équipe, tu marques 2 buts, tu gagnes le match. Hein. Pour une équipe qui ne s'est pas marquée, J'allais dire, je veux dire, c'est un peu le problème qu'ils ont pour le moment. Oui, mais c'est pour ça que c'est clair. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pas seulement qu'il est venu défendre la cage. Non, et non, puis non. ils ont gagné, puis ils ont fait des points pendant qu'il était dans la cage, même si on en a pris 3-4. Ouais, ouais, c'est clair. C'est vraiment ça de se dire, Lausanne ne marque pas. C'est le gros problème depuis le début de la saison, fondamentalement. Et oui, il y a Punanos qui était à côté, mais Hughes faisait plus que Bien jamais le sûr, job. ouais. Il était excellent, parmi les meilleurs gardiens de la Et ligue. les seules choses qui changent pour essayer d'amener de cette offensive, c'est quand il y a un blessé, on le met en tribune, puis on met un étranger différent. Mais sinon, les lignes, elles ne changent pas tellement. Jérôme, comment tu vois ça? Toi, de ton côté, tu as aussi tes coachs maintenant. Donc, tu vois comment tes lignes offensives, elles fonctionnent avec des guillemets, parce qu'au final, tu vas chercher des points. Mais au niveau de la performance, ça va pas. On tire presque 40 fois au but, j'exagère à peine, par match, pour un résultat minimal, quoi. Un but, deux buts, c'est difficilement compréhensible et pourtant rien ne change. C'est une équipe qui cherche, effectivement, où il n'y a pas énormément de mouvement dans l'alignement. Moi, c'est déjà quelque chose que j'ai dit sur le plateau une fois. On m'a posé la question par rapport au fils Rochette, qui est flamboyant depuis le début de saison aussi, de savoir si ce ne serait pas quelque chose d'intéressant que de l'aligner avec des joueurs étrangers. Écoute, je garde une grande humilité par rapport à ma place de coach aussi. Je ne suis pas du Ouais. tout dans le même milieu et le même niveau. Mhm. Néanmoins, en tant que joueur, bien évidemment, moi je vois quelque chose d'assez flagrant aussi depuis le début de la saison. C'est que mine de rien, c'est assez souvent les Suisses qui pointent le bout de leur nez pour aller marquer un but important dans cette équipe. Ouais, on a vu Bozo, Donc, on a vu Jäger, on a vu Rochette aussi. Ouais. exactement, Riyad depuis quelques temps aussi, qui Mhm. arrive à les mettre au fond du filet. Donc, c'est des points extrêmement positifs pour l'équipe et ça devrait être une pression saine aussi pour les joueurs dits tête d'affiche qui devraient faire la différence soir après soir. Donc, je pense que ouais, cette équipe n'est pas encore arrivée où elle souhaitait arriver. Ils ont un excellent point avec ce gardien et cette jolie histoire qui va avec. Maintenant, ça va être à eux de trouver les clés correspondantes pour faire que cet alignement fonctionne. J'ai pas l'impression qu'ils soient en manque de force de frappe dans cette Oh, équipe, je crois pas non mais plus, hein. que des fois, voilà, c'est un petit puzzle à mettre en place et ça peut se jouer à pas grand-chose. On a vu Mais, pardon? non, je disais, on a vu qu'il avait essayé de mettre Kenin sans power play, par exemple. Voilà, mais alors le power play est une phase sur laquelle il se cherche, mais le 5 contre 5 finalement également. Moi, j'ai assez souvent trouvé qu'il y avait effectivement ces lignes de Suisse qui arrivaient à installer ce puck en zone offensive et à tourner, alors qu'on sent les étrangers à vouloir faire un peu plus fantasque. Ça ne fonctionne pas pour l'instant. Ils ne trouvent pas de solution, donc ils shootent un peu plus qu'à l'habitude. Quand tu commences à trop shooter, parce que là, on voit les statistiques de cette équipe qui shoot entre 40 et 50 fois par match. Bah, c'est toujours cet équilibre à trouver entre oui, il faut shooter plus, mais en même temps, il faut garder cette lucidité et ce calme pour prendre les bonnes décisions sur les derniers gestes. C'est la 12e équipe au niveau de l'efficacité, 7%, un peu plus depuis le début de la saison. On allait chercher à Pala pour faire le duo avec Suomela en disant oui, il faut trouver un gars qui permet des pucks, ou bien de recevoir ses pucks, etc. Bon, pour l'instant, à Pala, ça ne marche pas vraiment. Hein. Pas On le encore, voit plus non. peut-être sur le banc des pénalités que véritablement au niveau
des tableaux des pointeurs. Mais c'est un problème. Il manque un premier bloc de parade du côté de Lausanne, honnêtement. Un premier bloc qui fait la différence, qui pointe, qui score, puis qui peut te décider un match. Pour le moment, il est sur le papier, puis il n'est pas encore véritablement... la chimie n'est pas encore en place, quoi. C'est sûr que si tu compares avec d'autres premiers blocs de d'autres équipes, clairement, c'est difficile de dire qu'il y a le premier bloc à Lausanne. Sur le papier, tu le sais, mais dans la réalité, c'est plus compliqué. Peut-être pour terminer, on voit aussi que les étrangers qui arrivent en Suisse, c'est le cas pour Wingerli, c'est le cas pour Michaelis la première année, c'est le cas pour plein d'autres. On a vu les Suédois de Fribourg l'année passée qui n'étaient pas du tout là où ils sont maintenant. Ils ont besoin. Oyamaki à Cloton, qui était annoncé comme un buteur, un sniper qui fera le duo parfait avec Aaltonen. Ça ne fonctionne pas comme ça. Il y a toujours un moment d'acclimatation. Sommet-là, on a peut-être aussi besoin. Ouais, après, il tire beaucoup. Sommet-là, je crois que c'est le joueur qui a le plus tiré. Absolument. Il entre dans la zone de la cage. Il tire. Peut-être que c'est aussi le joueur qui a certainement le plus de tirs dans le slot. Enfin, je sais pas, ça, je suis pas très sûr, mais quasiment dans les 3 premiers. Donc tu te dis, mais les chances, il se les crée, tu vois. Il est là. La différence entre un bon et un mauvais buteur, le bon buteur, il entre dans la zone, il tire, et puis un mauvais buteur, il entre dans la zone, et puis. Ça dépend. S'il est à 2 mètres du gardien, puis qu'il n'y a personne qui passe devant, c'est aussi très difficile. Effectivement. C'est toujours la même histoire. Bon, on va clore le sujet Lausanne sur ça, et puis passer un peu plus loin le long du lac. J'arrête, là je dis juste lac. Et puis on va s'occuper de Genève Servette. Genève Servette, 8e, 20 matchs, 31 points, moins 8 au niveau de différence de but. Le champion n'est pas forcément là où on l'attend pour le moment, mais il y a du mieux. Il y a du mieux depuis, on va dire, 2 semaines et demie. Il manque encore la constance. Jérôme, là, on attend de Genève qu'il soit constant sur 60 minutes et qu'il ramène des points plus régulièrement. Ouais, moi j'ai regardé ça de manière assez attentive parce que finalement ils ont eu un creux assez conséquent au début de cette saison. Et mine de rien, c'était, si je me trompe pas, c'est la première fois vraiment que ça arrive depuis que le staff actuel est en place. Donc ça devient des gros tests de voir de quelle manière est-ce qu'ils sont capables ou non de sortir la tête de l'eau. Et là, j'ai l'impression que c'est exactement ce que tu dis. Depuis 2 semaines, on retrouve gentiment cette machine à scorer et cette machine à victoire que peut être Genève. Donc, pour moi, il y a beaucoup de points positifs malgré le départ en demi-teinte. Il y a quand même aussi 2 pertes assez conséquentes du côté de Genève avec Tom Ernest et Linus qui ne sont plus là. C'est des joueurs à remplacer, c'est des joueurs qui sont compliqués à remplacer. Et là, on a l'impression que gentiment, l'équipe trouve un rythme de croisière sur lequel ils vont pouvoir aller chercher des grosses performances sur la suite de la saison. Donc, on est passé par une étape compliquée du côté de Genève. J'ai l'impression qu'ils s'en sont sortis. Là, peut-être que... Tu vois, on parlait du bon timing pour Fribourg qui arrive avec la pause. Est-ce que pour Genève, ça va être un petit peu plus délicat ou finalement, ça va aussi leur permettre de se reposer et de repartir avec une bonne énergie sur la reprise? C'est pas une équipe... Je pense que c'est une équipe qui m'a fait pas peur, mais il fallait voir de quelle manière est-ce qu'ils allaient sortir de ce trou. Et j'ai l'impression qu'ils trouvent gentiment les solutions. Et je me fais moins de soucis pour eux pour la suite aussi. Il y a Dan Tangnes qui a été interviewé lors du dernier studio. C'était notre match studio entre Genève et Zoug. Et puis, on lui posait la question sur la préparation, comment il a préparé cette saison. Et puis, il a dit, on a eu du temps pour préparer notre saison. Ce qui n'a pas été le cas de Genève. Genève, évidemment, il a fini le 7e match de la finale, on sait. Il y a eu la Champions Hockey League aussi, etc., etc. Donc, la préparation pour Genève Servette a été beaucoup plus courte. Lennström n'était pas disponible au début de saison, etc., etc. Puis je pense qu'en effet, c'est un des facteurs en plus de gérer le titre, en plus des départs que tu as évoqués, Jérôme. Bien sûr, tu mets tout ça ensemble, puis tu te dis, voilà, Genève va pas commencer le premier match de la saison comme elle a terminé le 7e match de la finale, et c'est souvent le cas, nerveusement, psychologiquement, etc., en plus que physiquement. Oui, Genève retrouve des couleurs.
Et oui, Genève ne sait pas encore faire 60 minutes pleines. Ça s'est vu dans ce match contre Zug. Il y a eu 10 minutes, les 10 premières minutes, ils n'étaient pas là. Zug les ont étouffés. C'était terrible avec une équipe sur la glace. Et puis ensuite, ça a complètement changé de physionomie. C'est dire à quel point cette équipe, quand même, il y a du talent. À quel point cette équipe, alors on parlait de profondeur de banc du côté de Fribourg. Ah oui, mais là, Genève Servette, tu regardes la 4e ligne, tu te dis, elle pourrait être, je sais pas, 3, voire même mieux. 2 dans certains clubs plus bas au niveau du classement. Non, et puis tu as l'impression que la question, c'est de savoir, est-ce qu'il y a des joueurs en mode diesel? Est-ce qu'il y a des joueurs qui sont plutôt avec vraiment des montures en fin de course? Parce qu'il y a quand même le poids des années qui commence à s'installer chez certains joueurs et certains étrangers. Donc là aussi, on va devoir, moi j'ai envie de dire, wait and see. Sur le papier, ils doivent finir top 4, mais est-ce que physiquement, est-ce qu'au niveau de l'influx, est-ce que tout ça, ils ont les moyens de relancer la machine? Je pense que sur certains joueurs, oui. Un Winnick qui est en dessous au niveau des stats depuis le début de la saison. Richard, on n'en parle même pas. Je ne sais même pas dans quel état je sais pas ce qui se passe avec lui. Etc. Puis un mot sur les gardiens aussi, parce que Desclous fournit la marchandise, mais j'ai quand même jeté un œil sur ce que fait Robert Mayer depuis le début de la saison. C'est 3,39 buts encaissés en moyenne. Alors il était là quand Genève a pris 2, ça y est aussi. Oui, à Lausanne et à Fribourg, là. Exact. Sur coup. Mais c'est 87,16% seulement d'arrêt, et c'est bien en dessous. Donc Genève n'a pas non plus, entre guillemets, des gardiens qui sont allés te voler des matchs ou te donner des points. Voilà. Voler des matchs, non, mais bon, il y a d'autres qualités qui sont recherchées chez Robert Mayer. Par exemple, quand tu as des 2 défenseurs qui sont libres et que c'est lui qui a le puck, c'est presque un défenseur de plus pour relancer. Et puis, à ce moment, tu bats, si les autres viennent fort checker à 2, ce qui est déjà assez costaud, il arrive encore à faire les bons choix. Il est très bon avec sa canne. Et je crois que, en tout cas, tu me contrediras, Jérôme, si c'est faux, mais il me semble que ça, c'est une qualité de Robert Mayer qui est très appréciée par le staff genevois. C'est peut-être aussi pour ça qu'on insiste avec lui. C'est une addition gigantesque, et tu le dis, et c'est très vrai. Quand tu as de la pression qui t'arrive dessus et que c'est le gardien qui relance, ça te garde un joueur à disposition en plus à qui faire la passe. Donc ça change la physionomie de la relance, mais complètement. Après, c'est effectif qu'il est en dessous en termes de pourcentage jusqu'à maintenant, mais j'ai envie de dire, ils ont 2 gardiens qui peuvent être numéro 1. Donc, tu as ta compétition interne qui existe. Tu peux jouer sur les 2. C'est pas comme si tu avais un 2e gardien qui était en train d'éclore, qui n'était pas prêt à être devant la cage. Donc pour moi, c'est pas un gros souci pour l'instant pour Genève. Ça se joue pas beaucoup devant les filets. Tu as discuté aussi du fait que, bien évidemment, ils sortent d'un titre. Ta saison, elle s'allonge pas que d'un peu, que tu vas chercher le titre. Oui, il faut redescendre du petit nuage. Et on peut partir du principe, on pourrait placer Genève dans la même position en termes de ténor actuel que peut-être un Zurich ou un Zug, où ça nous arrive quand même assez souvent de dire ouais, ces équipes, on les connaît avant Noël, ils y vont comme ils doivent y aller, et ensuite on voit le vrai visage de ces équipes. Et je sais qu'il y a 1 ou 2 joueurs à Genève qui commencent à s'échauffer, à se préparer avant les playoffs, là. Donc oui, ils ont de la ressource. On espère simplement qu'ils vont réussir à la sortir au bon moment. Et là, ça pourrait légitimer leur position de ténor à se dire ils peuvent se permettre d'être à 80-90% pendant une bonne partie de la saison régulière et quand même se permettre de finir dans le top 4, parce qu'il y a la position qui importe, mais que ce ne soit pas une obligation absolue qui termine premier pour aller chercher quelque chose en play-off. Ça, c'est quelque chose qui, moi, je pourrais le mettre en termes de position hiérarchique de Genève. Moi, je les positionnerais comme ça. Ok, mais alors bon, et puis pour finir sur Mayer, c'était quand même le MVP des playoffs. Donc, Non, mais je suis entièrement d'accord avec vous. Moi, j'explique juste la place actuelle de Genève Servette au classement à la pause de novembre. C'est pas de dire oh là là, à cause de Robert Mayer, Genève Servette ne peut plus viser le titre. J'ai pas du tout dit ça. Oui, Robert Mayer était en effet ça, mais c'était aussi le facteur X, rappelle-toi. Oui, absolument. Parce que Robert Mayer en quart de finale contre Lugano, avant qu'il dispute ce quart de finale, enfin qu'il prenne la place de Desclous dans la cage, on ne connaît pas beaucoup qui auraient dit mais vous inquiétez pas, on va être champion grâce à Robert Mayer. Je pense que personne n'a dit ça avant ce quart de finale contre Lugano. On se demandait juste quand ça allait retomber. C'est jamais retombé. Bravo à lui, Genève a le titre.
Bien sûr, ça c'est pas la question, c'est simplement de se dire que bah voilà, Genève actuellement est à quoi? 8e place, c'est ça? Ouais, 8e. 8e, parce que voilà, à cause de ça. Un match de ça, moins que Lausanne qui est 6e avec un bon, point de c'est moins. très serré, il y a quelqu'un aussi dans le Voilà, chat exactement, qui le disait, il a bien raison finalement. Hein. Je veux dire, il y a Ambry 5e, donc je veux dire, surprise aussi. Oui, il y a des surprises. Puis si on continue avec Genève Servette, il y a l'addition de Tim Berny qui n'est pas anodine non plus. Je veux dire, il aurait bien voulu retourner à Zurich. Finalement, on ne pouvait pas lui promettre du temps de jeu en powerplay. Il ne se serait probablement pas autant développé que ce qui pourrait se développer lors des 4 prochaines années à Genève. L'arrivée de Tim Berny, ça te permet d'avoir 2 paires défensives extrêmement compétitives avec Vatanen et... qui c'est qui jouait avec Vatanen? C'était Fulmin tout à l'heure. Non, pas Fulmin, Chanton. Ouais, Mais bon, il change. Hein. Mais Vatanen et puis Lennström avec Berny. Et puis en 3e ligne, tu retrouves un Roger Carrère à droite et Le Coultre en 3e ligne. C'est quand même phénoménal comme profondeur au niveau de la défense. Là. Puis après, la qualité de Tim Berny fait aussi que c'est un ajout extrêmement important. Non, mais la réalité, c'est que Genève, ils peuvent que progresser au classement, en fait. Oui, bien sûr. Voilà, c'est juste ça. C'est juste qu'on a tellement en tête la performance de la saison passée lors des playoffs qu'on s'attend à ce qu'ils jouent tous leurs matchs comme ils ont disputé les playoffs. En gros, c'est ça la différence. Et puis le gap qu'il y a actuellement, finalement, avec cette équipe de Genève Servette, mais qui, pour l'instant, n'a quasiment pas fait un match plein quand même depuis le début de la saison. Bon, c'est quelque chose. Il y a un petit point à rajouter là-dessus. T'as l'air très pensif, Jérôme, hein, si jamais je te dis t'as un petit peu. Mais j'ai vu que j'étais complètement coincé sur l'image. Vous inquiétez pas, je continue à bouger. Je pense que c'est vraiment moi qui parle. Bon, ça va. Non, pour revenir à cette signature de Berny, il y a quand même eu une réaction, j'imagine. Un Tim Berny, si Genève avait été au 2e rang quand il était sur le marché et que ça fonctionnait avec l'ensemble du groupe, je pense pas qu'il se serait attelé à aller le draguer autant que ce qu'il en fait. Donc, tu ramènes une compétition additionnelle dans ta défense et tu as toujours ce risque de savoir comment ça va être pris. À l'instar de ce que je disais avant avec Pache, ça met aussi des bâtons dans les roues sur 1 ou 2 éléments que tu as dans ton dispositif depuis quelque temps que tu pourrais surclasser à un moment donné s'il le mérite. Donc, il y a aussi cette approche à avoir de quelle manière, c'est toujours la même chose, tu as un groupe à disposition et tu vas ajouter quelque chose parce que le groupe ne fonctionne pas avec ce que tu as sous la main. Donc, ça doit être aussi un apport qui va être accueilli de manière constructive pour le groupe et que ensuite le groupe additionné de Berny puisse être tous à la même page et avancer de manière cohérente. Donc ça, c'est une addition supplémentaire à prendre en compte, je trouve, pour ce genre de signature. Ça, ce sera le travail du coach, du coaching staff, de réussir cette intégration. Pour l'instant, ça a l'air de fonctionner, mais on est encore tôt dans la saison, le moment où ça comptera. À voir, mais j'ai pas l'impression, en ayant suivi un peu le groupe Genevois la saison dernière et cette saison, de foncer vers un problème avec l'intégration de Tim Berny. Je ne parle pas d'un problème direct, je parle juste d'une subtilité sur laquelle il faut faire attention en termes de gestion. Absolument. Voilà, pour Genève Servette, on a fait le tour. Merci. On va s'attaquer maintenant aux Orgenkind. Pour l'instant, la petite équipe une grosse équipe qui a des problèmes. Allez, le HC Bienne. Après une finale perdue au 7e match, désolé, on va pas trop en parler, mais 12e, 20 matchs, 23 points. Les 3 points sont tombés samedi, victoire contre Berne, une victoire qui a fait du bien au HC Bienne qui était dans une phase vraiment très, très compliquée avec des joueurs en fin de contrat. On n'arrivait pas à gagner, on essayait des choses, ça ne fonctionnait pas. Énormément de blessés. Et finalement, Alex, on trouve le moyen avec des lignes, avec Radgeb au centre, avec des joueurs comme Berchi, avec des joueurs comme Reichler qui prennent du temps de jeu, à battre le CP Berne dans un derby. Moi, je pense que s'il y a une équipe qui a la poisse quand même depuis le début de la saison, c'est bien le HC Bienne. Ça, voilà, parce qu'on parlait de Genève Servette, etc. La saison a été longue aussi pour Bienne, bien sûr. Il a fallu digérer la défaite en finale, on le sait, changement de coach, avec tout ce que ça a enduré, etc. Les blessures, oui, chaque club a des blessures, mais quand même pas autant. Pas autant avec des joueurs 7 ou 8 titulaires. Là. T'as ton capitaine qui est out, t'as Brunner, Kunti, enfin ils ont tous eu
ce qui est possible et imaginable. Donc tu rajoutes à ça les contrats, puis tu rajoutes aussi un problème au niveau des gardiens. Rappelez-vous, Van Pottelberg qui fait son retour, comment ça allait se passer avec Sateri, etc. Oui, on donne la cage, et puis après tu t'aperçois que Sateri, il est quand même au-dessus. Mais alors après, Van Pottelberg, il est en renégociation aussi. Est-ce que tu le gardes, est-ce que tu le prolonges? Non, finalement, il part. Oh là là. Je veux dire, c'est compliqué. C'est très compliqué. Tous les facteurs étaient là pour dire oh là là, c'est compliqué. Avec le coach, on entend des choses. Ah oui, ah non, mais évidemment, c'est pas pareil. Bien sûr que c'est pas pareil par rapport à Tormeden, etc. Il doit aussi faire sa place, il doit être accepté. Enfin bon, bref, tu as tout qui te tombe dessus et en plus, tu perds des matchs d'un but. Ouais. Vous voyez combien de fois de défaites aux prolongations, aux penalties, exactement. Tir au but 4 fois de suite. Ils sont allés, je ne sais pas combien de fois après 60 minutes déjà dans leur match en ces 21 parties disputées. Et voilà, donc tu te retrouves Bienne. Oui, alors Bienne est très en bas au niveau du classement, c'est clair, mais fondamentalement, ils ne peuvent que remonter, comme Genève Servette, mais encore plus, parce que voilà, cette équipe-là, c'est pas une question de mayonnaise, puisqu'ils n'ont jamais eu tous les ingrédients pour la préparer, justement, cette mayonnaise. Donc tu te dis, bon, à Bienne, la pause arrive vraiment au bon moment, malgré la victoire dans le derby face à Berne. Jérôme, quand on voit ce qui se passe, on laisse Künzle en tribune, healthy scratch, comme l'a expliqué le coach Matikainen quand on lui a posé la question après le match. Il a simplement dit, ça, une décision comme ça, parfois une organisation doit faire un statement et dire on joue comme ça, et puis si tu veux pas jouer comme ça, tu joues pas. C'est un petit peu ce qui s'est passé. Ça met des bornes hein, déjà. Il y a tellement, et Alex vient de très bien le décrire, il y a tellement de facteurs qui parlent pas en leur faveur pour l'instant. Il y a aussi eu, mine de rien, une belle histoire suite aux complications que Tormainen avait pu avoir aussi, et de revenir derrière le banc, c'est quelque chose qui peut amener une énergie supplémentaire. Il y a ce changement de coach, il y a tous ces blessés. Moi, tu le dis, Alex, ils peuvent que remonter. Je suis très d'accord avec toi. Moi, ce qui me fait un peu plus souci, mine de rien, c'est de voir ce qui se passe sur le marché des transferts actuellement. À savoir qu'on a un ou deux petits échos de l'interne de Bienne où ils se disent qu'ils n'ont plus de quoi régater pour les contrats, pour garder leurs joueurs et ci et là. J'ai envie de dire, Yakovenko, depuis qu'il est revenu aussi, disons que la qualité de jeu et les jeux qui peuvent en venir, c'est quand même quelque chose qui change la face de cette équipe. Il était absent au début de saison. Il y a un nombre incalculable de blessés. Et tu en parlais, ça ne doit jamais être une excuse. Néanmoins, tu dois composer avec. Et finalement, quand la majorité de tes joueurs sont sur blessure, ça devient compliqué. On parle toujours qu'en cas de blessure, il y a un joueur qui doit faire un step et amener plus. Là, quand il commence à y en avoir 5, 6, 7, 8, demander à tout ton effectif de faire un step additionnel, ça devient compliqué. Et Jérôme, juste un point, tu parles de ça, excuse-moi, mais je prends la balle au bon, parce que tu peux demander à tes joueurs de faire un step, mais tu peux pas demander à Robin Grossman, qui joue centre, du premier bloc, de gagner tous ses engagements, tu vois ce que je veux dire? Non, mais là, en plus, il y a eu des choix à des moments, pardon, mais quand même, là, tu mets un défense. Il y a Radgeb qui a joué au centre samedi. Ouais, mais de la 4. Radgeb, j'ai envie de dire, ce serait pas la première fois qu'aussitôt qu'un joueur est annoncé ailleurs, on le fait évoluer de manière différente dans l'effectif dans lequel il se trouve actuellement. Ça, ce serait pas la première fois. Néanmoins, effectivement, il y a des choses. À un moment donné, je pense que tu essayes, tu fais tes changements, puis au bout d'un moment, tu te dis, écoute, coup de sac. Tu regardes ce qui sort parce que finalement, tout ce que j'ai essayé, ça ne fonctionne pas. Donc, on va essayer des choses un petit peu tropicales ou fantasques. Et puis, on regarde ce que ça donne. Je pense qu'ils en sont c'est possible qu'ils en soient à un point comme ça. Mais encore une fois, Alex le disait aussi, cette année, ils peuvent que remonter. Et moi, je me fais pas trop de soucis non plus. Alors, bien évidemment qu'on va peut-être pas les retrouver au 7e match de la finale cette année. Néanmoins, ils vont redevenir une équipe biennoise qu'on a pu voir évoluer ces dernières saisons. Mais moi, mon plus gros point d'interrogation, ça va être pour la suite, vraiment pas cette saison-là, mais ce qui va advenir pour l'effectif
est l'identité de l'équipe pour les années à venir. Ouais, c'est clair, Kessler, on a appris ce matin 4 ans à Davos, il a signé 4 ans à Davos, Künzle 2 ans à Zug, on soupçonne que Joran van Pottelberg se soit engagé avec Lugano pour les saisons à venir, et puis Radgeb 5 ans à Fribourg. Ceux-là, probablement, assurément, ils ne sont plus là. Il y a d'autres, Ischier, on ne sait pas. Brunner, il veut attendre le mois de février pour discuter de ça. Il y en a d'autres. Ça commence à faire beaucoup, quoi. Grossman et Hofer sont les deux qui ont prolongé. Ouais, oui, ils ont quand même prolongé Fabio Hofer, qui à mon avis était la priorité numéro 1 parce que avec le même profil, etc., c'était quasi d'en trouver un. Est-ce qu'ils ont fait vraiment all-in sur Hofer? Ça, c'est encore une autre question, hein, parce que, je veux dire, s'il est dans les tarifs d'un Christophe Berchi ou autre, tu peux imaginer que peut-être légèrement moins. Toi, tu fais la moue. Non, tu dis non, mais t'en sais rien s'ils ont dû faire de la surenchère pour pouvoir le garder par rapport à d'autres clubs. Tu peux pas savoir. Il y a des joueurs qui signent maintenant quand même. Radgeb, il n'est pas venu pour la beauté que du projet. Non, je pense pas. Non, il a rappelé que le Fribourg, c'était sa maison. Ouais, hein, voilà. Alors, il y a des maisons plus ou moins grandes avec une finition plus ou moins aussi. Non, mais je crois que maintenant, il faut pas... je pense que Jérôme est en train de relancer sa caméra. Tu es en train de relancer ta caméra, Jérôme? Voilà, c'est très bien. C'est n'importe quoi, là. Excusez-moi. C'est signé Jérôme, il n'y a pas de S. Pourquoi c'est pas de... Enfin bon, bref, pour parler de ça. Non, mais oui, ça doit perturber, ça c'est clair. Mais il y a quand même un côté positif. Et Jean-Philippe, tu peux nous en parler. Ce serait le retour normalement d'un certain Löw. Oui, Victor Löw, croisé dans les couloirs de la Tissot Arena samedi, sera de retour après la pause de l'équipe de Suisse. Et ce ne sera pas le seul. Il semble qu'il y ait 2 ou 3 autres joueurs qui soient déjà sur la glace, notamment Brunner et Haas, qui pourraient... Et là, vous rajoutez Brunner, Haas, Löw à la place du fantôme de Ville-Epoca. Ouais. Il est sûrement très fort, ce joueur-là, mais pour l'instant, il n'arrive pas à le montrer. Je préfère avoir cet avis-là qu'un autre. Et déjà, rien qu'avec ces trois-là, Löw, Brunner, Haas, ça vous change drastiquement l'image de l'équipe qui peut monter sur la glace pour le HC Bienne dès le 14. Parce qu'eux jouent en Champions Hockey League contre Ferriestadt. Ferriestadt qui est en tête de la SHL malgré 3 défaites consécutives. Ferriestadt qui est un petit peu dans le dur, mais qui sera de toute façon un adversaire vraiment compliqué. Ouais. Et puis on rappelle qu'on est au stade des 8e de finale. Hein. Oui, absolument. 8e de finale aller. D'ailleurs, ce sera en direct sur MySports. On va passer au HC Ajoie. Les Jurassiens 14e, 19 matchs, 17 points. Les choses se mettent en place, hein, Alex, puisque les Vouivres ont été chercher, grappiller, gratter des points dans les 6 dernières parties et ont terminé sur une victoire à 3 points à domicile. Le Magnifique. Sourire revient dans la joie, c'est ça la vérité. On est prêt à attaquer la Saint-Martin, le sourire aux lèvres. Il y a des hectolitres de Damascine vont pouvoir être descendus avec un esprit léger. En effet, tu l'as dit, sur les 6 derniers matchs, on a marqué au moins 1 point, 3 victoires. Il y a peut-être un coach qui a même sauvé sa place du côté aussi du HC Ajoie, si ça se trouve. Il faut le rappeler, hein, il avait signé quoi pour 1 an, un plus 1 certainement du côté du HCA. Et oui, on l'avait quitté en mauvaise posture. Rappelez-vous, hein, les séries de défaites, tout le monde était en train de dire jusqu'à combien de matchs va durer cette série de défaites, etc., etc., etc. Et en effet, la donne change du côté d'Ajoie. Pourquoi? Bon, d'abord parce que... Allez, non, mais pourquoi? Non, mais parce qu'il y a des apports, il faut quand même le dire. Ah oui. On est allé chercher, on lui a dit à Christian Volven, OK, maintiens notre confiance. Enfin, après l'histoire de l'altercation, on se rappelle, avec Dubé. Et puis, finalement, quand on va chercher enfin un étranger, parce qu'on le savait en disant il faut faire quelque chose, il faut amener du tournus dans cette équipe, etc., Timashov débarque, et il faut dire quelque chose, c'est un super joueur. Timashov, là, ouais, magnifique. Ouais, mais pourquoi c'est un super joueur? Non seulement à cause de son pédigré, mais c'est quelqu'un qui n'a pas connu justement le début de saison avec Ajoie. C'est-à-dire qu'il n'a pas cette spirale négative sur les épaules, lui. Il n'a rien à perdre. Il vient montrer, il joue comme ça, j'ai envie de dire. Même tes coéquipiers le découvrent, le coach le découvre, tout le monde le découvre, les journalistes, etc., etc., etc. Donc on se dit, ah bah voilà, super, bouffée d'oxygène. Après, on rapatrie ce pas aussi,
qui a été très bon lors du dernier match du reste et de la victoire d'Ajoie. Moi, je pense que c'est d'abord c'est 2 signaux très positifs. Et puis ensuite, on parlait d'affirmation du coach avec Matikainen à Bienne en se disant Olofsson, il faut aussi partie du tournus. Kinsley, Et bien là, qui c'est qui fait partie du tournus des étrangers qu'on n'imaginait absolument pas, surtout en tribune? De Vos et Brennan. Exactement, c'est-à-dire le meilleur défenseur de la saison passée, on va dire ça, TJ Brennan, et puis Phil-Michael De Vos, le capitaine de l'équipe. Donc ça aussi, c'est des décisions fortes. C'est montrer que le patron, c'est moi dans le vestiaire, je fais mes choix, etc. Au niveau de la direction sportive, on s'est bougé, on a ramené des joueurs, et il y a une nouvelle dynamique qui arrive. Et tout d'un coup, ça va mieux avec Gauthier, ça va mieux avec Odette. C'est vrai. Hein. Mais parce qu'on a le sentiment aussi qu'il y a un certain... Voilà, puis il y a le poids qui repart. On avait un duo de gardiens, Tchatcho, Wolf, depuis le début de la saison, c'était un peu compliqué. Tchatcho a pris la cage. C'est peut-être pourquoi Wolf, c'était peut-être un petit peu plus compliqué aussi, parce qu'il y a des histoires de signature. Mais enfin bref, il y a les éléments qui commencent à se mettre en place, etc. Ça, c'est pour le positif. Jérôme, nous on ne te voit plus, mais toi, comment tu vois ce HC Ajoie? Je suis navré parce que j'ai le petit encart en haut où je vois ma tête où tout est activé, mais là on ne me voit plus à l'écran, je suis navré. C'est dommage parce que tu es plutôt beau garçon. Ouais, j'allais dire, il y a beaucoup de dames dans le chat. On nous dit, mais est-ce que c'est le vrai Jérôme Bonnet? Parce que là, on ne sait pas. Ouais. Finalement, ça peut être un ventriloque ou un imitateur. Ou bien quelqu'un qui est en vacances en Valais. Absolument. Rassurez-vous, je ne suis pas un usurpateur. Ce que Alex dit est très juste. Il y a beaucoup de points positifs et il y a aussi une démarche d'instaurer qui c'est qui décide. Tu as pu le relever aussi. Il y avait des joueurs en demi-teinte qui doivent être sous le feu de la rampe normalement. Les additions qu'ils viennent de faire, j'ai envie de dire, là on parlait d'intégration, d'aller chercher des éléments externes quand il y a nécessité ou pas, s'il faut garder un certain équilibre à l'interne. Là j'ai l'impression que les calculs ont été extrêmement gagnants. Ça veut dire que la compétitivité interne a été augmentée. Et pour les bonnes raisons, en fait. Parce que quand tu te retrouves dans un club comme ça, avec des résultats de ce niveau-là, j'ai envie de dire, ça peut vite devenir très humain d'avoir 1 milliard d'excuses qui peut venir et te sortir pour t'extirper un petit peu, tout en voulant amener le maximum de la position de l'équipe. Que tu ramènes des éléments frais comme ça et compétents comme le sont Timashov et Sopa, eux vont amener la marchandise, notamment pour la raison qu'Alex a évoquée avant, c'est qu'ils n'ont absolument aucun historique et ils sont certainement sur une bonne vague en termes sportifs de ce qu'ils ont pu amener jusqu'à maintenant dans la saison, que ce soit ailleurs ou XY club. Et tu ramènes cet air frais dans l'équipe, ils amènent directement la marchandise aussi. Là, un Timashov, c'est 5 points en 3 matchs, un Sopa, c'est 2 points en 2 matchs. Donc, ça va faire taire fondamentalement toutes les potentielles excuses que les joueurs peuvent trouver dans un supposé confort à se dire « moi, j'essaie d'apporter la marchandise, les autres, je peux pas gérer ». Donc, ça a ramené quelque chose de très sain finalement dans cette équipe, tout en augmentant la compétitivité interne, et on le remarque actuellement sur la glace. Et c'est aussi ces joueurs qui avaient cette mission-là d'apporter ça, qui font la différence et qui poussent les autres joueurs à devoir amener beaucoup plus. Oui, tout à fait. Et Hervé nous dit dans le chat qu'il ne faut pas non plus oublier de souligner la montée en puissance de Jelina, défenseur canadien qui avait été exclu pour une grosse charge contre Jäger, vous en souvenez, et qui depuis qu'il est revenu amène de la stabilité défensive et un apport offensif, notamment en powerplay où il a marqué, où il a fait marquer. Et puis Claude Girardin, lui, se pose une question et a plus de soucis pour Ajoie pour la saison prochaine. Il n'y a encore aucune annonce qui a été faite pour des prolongations de contrat ou d'engagement de nouvelles personnes. Je fais rapidement la liste. Alors les étrangers, c'est normal, hein, souvent c'est au jour le jour.
Birbaum, Pilet, Thierry, Rundquist, Jelina, Hazen, Odette, Asselin, Timashov, Frossard, Kohler, Schmutz, Chiaroni, Huber, Arnold et Maka. Voilà, ça c'est la liste. C'est toute l'équipe. Ouais, presque. Et puis voilà, alors on se pose des questions du côté de Claude Girardet. On se dit, mais est-ce qu'il faut se faire du souci parce qu'il n'y a encore rien d'annoncé? On est à la pause de novembre. Ouais, je pense qu'ils vont annoncer en package à jouer certainement pendant cette pause d'ailleurs de l'équipe nationale. Après, négociation, c'est... Vous imaginez, franchement, c'est compliqué. Vous imaginez le nombre de dossiers en fait qu'il y a sur la table du directeur sportif à Joulot à l'heure actuelle. C'est voilà. que tu devais d'éteindre un incendie assez urgemment pour cette saison. En même temps, maintenant, on discute de la saison prochaine. Ça fait que tu dois être très réactif et être proactif en même temps pour la suite. On leur souhaite, mais ça reste un club qui il peut pas se targuer d'avoir 10 coups d'avance comme pourrait le faire un ténor dans la ligue. Et tu cours un petit peu derrière à chaque fois tes prises de décision, ta stratégie et ces choses-là. On attend quelques annonces et effectivement, c'est un club pour lequel c'est compliqué d'annoncer rapidement aussi parce que ça va être certainement au même titre que ce que pouvait faire Ambry ces dernières années. Des fois, ils nous disaient très clairement, ils disaient, nous, on attend que les autres clubs fassent leur choix et nous, on regarde ce qui reste sur le marché pour pouvoir faire des offres. Il y a l'enveloppe à disposition qui n'est pas la même que dans certains autres clubs. Donc, il faut être précurseur pour aller chercher les à en devenir avant les autres et pouvoir aller pointer quelques joueurs bien spécifiques pour les nécessités dans l'effectif. C'est plus compliqué d'être sportchef à Ajoie que ça peut l'être à Zurich, par exemple. Ouais, pour plein de raisons, effectivement. Totalement, je crois que Jérôme a super bien résumé la situation. Honnêtement, c'est assez logique que tu n'aies pas les annonces aussi rapides que les clubs qui occupent les premières places. C'est toujours comme ça aussi. Hein. C'est plus compliqué. Puis en plus, tu dois hiérarchiser tes priorités. C'est-à-dire que si tu arrives à signer au tarif que tu voulais signer les joueurs qui étaient selon toi prioritaires, et ben après, ça se décante assez vite. Ça fait un peu l'effet domino souvent. Et on a vu Chiaroni qui a pris place comme assistant sur le banc pendant sa blessure. Il est blessé au poignet ou à la main. Ça, Jérôme, c'est un grand plus. Ça peut amener un plus? Est-ce que ça peut amener un plus? Est-ce que c'est plus positif pour l'équipe? Est-ce que c'est plus positif pour Chiaroni directement? Est-ce qu'il a un apport direct en lien avec ce qu'il voit, ce qu'il perçoit et qu'il peut amener au coach? Franchement, il faudrait être à l'interne, il faudrait être sur le banc pour avoir plus d'informations. Je pense que c'est gentiment un joueur qui prend de l'âge aussi, qui envisage la suite d'une manière ou d'une autre et que ça peut être une jolie expérience, notamment pour lui, d'être sur un banc à l'heure actuelle en étant blessé. Merci Jérôme pour d'avoir passé cette heure avec nous. Ça passe vite, trop vite. Merci Alex. Merci à toi. Et puis merci à vous tous qui nous avez suivis durant ces 60 minutes. Vous pourrez retrouver cet épisode dès ce soir à 20h sur MySports 1 et puis dans l'après-midi sur notre app. Téléchargez notre app MySports et sur vos plateformes de streaming préférées, Spotify, SoundCloud, Apple Podcast ou encore YouTube. Il me reste à vous souhaiter une excellente fin de journée, soirée ou nuit, suivant que vous nous regardez. À bientôt sur MySports. Bye bye. Bonne suite, merci beaucoup. Tous les matchs de National League, les ligues internationales et les meilleurs documentaires sur toutes les plateformes. Abonne-toi. MySports, c'est le hockey.